bien qu'un phénomène n'est pas forcément évident au premier abord et même au deuxième abord, et sur lequel il convient de revenir. Qu'est-ce que la conversion interne? Alors, je vous avais fait un peu d'historique, disant que la conversion interne a toujours été a été pendant longtemps assimilée, et encore assimilée d'ailleurs chez certains enseignants qui n'ont pas compris ce que c'était que la conversion interne, chez certains enseignants, comme étant un gamma, le gamma du noyau. D'ailleurs, vous avez le disque juste à côté, dans cette image 10-22, 10/22 du TP11. Vous avez le diagramme circulaire qui vous représente, parce que la question m'a été posée mardi justement, on ne comprend pas très bien ce diagramme circulaire, ça représente l'atome, n'importe quel atome, c'est-à-dire presque n'importe quel atome, il n'y a pas toutes les couches, et presque n'importe quel atome. Avec son noyau au centre, les différentes couches, A, n égale 1, L, n égale 2, n étant le nombre quantique principal, M, n égale 3, petit n, n égale 4, petit o, n égale 5. D'ailleurs, ces raies-là, les raies de transition d'une couche à une autre couche, portent le nom de leurs découvreurs, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett et Pfund. Donc vous avez toutes les couches répertoriées, K, L, M, N, O, c'est ce qu'on appelle les spectroscopistes, justement, c'est les couches qu'aiment bien les spectroscopistes et ils les ont appelées ainsi. Et vous avez surtout les sous-couches. C'est-à-dire que vous voyez que la couche K, N égale 1 ne présente pas de moment azimutal. C'est que petit l, si vous avez fait de la mécanique quantique, le petit l azimutal est égal à 0, donc c'est une couche circulaire. Il n'y a pas d'extension, c'est-à-dire ellipsoïdale de la couche. Tandis que la couche L comporte 3 sous-couches. L1, L2 et L3. La couche M comporte 5 sous-couches. La couche N comporte 7 sous-couches, et ainsi de suite. Et donc, je reviens à la conversion interne, donc je reviens à l'arrêt à gauche de TP3-1, qui n'est pas indiqué dans le diagramme nucléaire, juste au-dessus de ce dessin circulaire que l'on vient de voir. Qu'est-ce que ce phénomène? Et les physiciens ont longtemps pensé, pendant un certain temps, qu'il y avait un phénomène qui se manifestait sous la forme suivante: le noyau nucléus du diagramme circulaire, en l'espèce, pour ce qui nous concerne, noyau de baryum, excité, qui traditionnellement émet un gamma, dans certaines situations, n'émet pas le gamma qu'il devrait émettre pour se désexciter. On ne l'a pas vu, ce gamma-là. Le noyau n'émet pas de gamma. Ou alors que le gamma est disparu. Et donc, on a longtemps pensé que le gamma en question allait taper dans un électron de son propre cortège électronique du noyau de baryum. Alors, la probabilité que ça se fasse est extrêmement mince, parce que des gammas de 662 keV, ou équivalent énergétique de 662 keV, arrivent déjà à traverser de l'ordre de plusieurs centimètres de plomb, et rien le plomb, Z égale 82, arrive à traverser quelques centimètres de plomb, et là, il faudrait que ce gamma-là soit susceptible carrément d'aller frapper dans un électron, un seul électron de son propre cortège électronique. Et la différence qu'il y a entre trouver un électron et taper dans du plomb. Là, il y en a, ça se compte même plus en d'Avogadro, c'est en dizaines de milliers de nombres d'Avogadro, donc avec un nombre colossal d'électrons là pour. Et donc que le gamma irait taper là-dedans. Ben, c'est une erreur d'interprétation. Le gamma ne va pas taper dans un électron de son propre cortège électronique.
et donc serait disparu à cette occasion-là, à l'occasion de cette collision, à l'occasion de cet effet Compton. Le gamma ne disparaît pas de cette manière-là. En fait, il n'y a réellement pas de gamma qui est émis. Le noyau se désexcite sans émettre de gamma. Par contre, il émet de l'information sous forme d'interaction électromagnétique avec son cortège électronique et se désexcite à condition d'envoyer jarter un électron de son propre cortège électronique. C'est pour ça que le gamma ne disparaît pas dans n'importe quelle. S'il y avait un gamma, il ne disparaîtrait pas dans n'importe quelle collision. Il est obligé de collisionner un électron de son propre cortège électronique. Pourquoi? Parce qu'on retrouve soudainement une lacune en couche K. La couche K, n égale 1, c'est une couche qui fait à la fois office de couche et de sous-couche, puisqu'il n'y a qu'une couche, et il n'y a pas de sous-couche. Donc il n'y a qu'une couche. La couche K ne peut comporter que 2 électrons, vous le savez bien, le principe notamment de Pauli, puisqu'on a affaire à des électrons qui sont dans la classe des fermions, ils ne peuvent pas avoir dans un atome les mêmes cartes d'identité. Et donc, en n'ayant pas les mêmes cartes d'identité, déjà, ils sont obligés de se répertorier et de se répartir en couches et en sous-couches, à différents niveaux d'énergie. Et si on a des électrons sur le même niveau d'énergie, ils ne pourront être que 2, et pas plus. Parce qu'ils ont encore moyen de ne pas avoir la même carte d'identité tout en étant sur la même couche et sur la même sous-couche, c'est d'avoir des spins différents. De l'électron, c'est en quelque sorte, si je devais imaginer, la rotation comme une toupie de l'électron sur lui-même. Et donc, il peut avoir un spin haut, spin up, spin 1,5, ou il peut avoir un spin bas, spin down, spin moins 1,5. Et il n'y a que 2 états de spin pour les électrons. Donc, sur la couche K, qui n'est qu'une seule couche sous couche, eh bien, on ne peut avoir que 2 électrons. Et donc, comme on n'a que 2 électrons, le noyau qui se désexcite pour passer de baryum excité à baryum désexcité, qui n'émet pas de gamma pour le fait en envoyant jarter un électron de la couche K, qui est la couche la plus proche, et donc qui risque de morfler le plus au moment de cette désexcitation. Le noyau est très excité, il passe d'un état très excité à un état, pouf, je suis calme. Et dans le cadre de la relation électromagnétique qui lie les électrons du cortège électronique avec leur noyau, eh bien, les électrons se trouvent chahutés. Et bien entendu, c'est l'électron le plus proche qui est le plus chahuté, et donc c'est lui qui va morfler. Et il n'y en a qu'un qui part dans les 2 qu'il y a. Donc on se retrouve avec un trou, avec une lacune dans la couche K. Donc en quelque sorte, on avait 2 colocataires dans le niveau K, et puis tout d'un coup, il y a une des colocations qui s'en va. Donc celui qui habite au premier étage, sur la couche L, ou au second étage, sur la couche M, se dit, tiens, plutôt que tous les soirs en rentrant de monter des étages, j'irais bien prendre une colocation avec celui qui est le colocataire de la couche K. Et donc, on a un électron qui passe de la couche L à la couche K. Bien entendu, l'électron de la couche L est moins lié au noyau parce que d'une part, il se trouve plus loin et d'autre part, il est masqué par la couche K. Donc, se trouve moins lié que celui de la couche K. Donc, on a une différence d'énergie entre les 2 niveaux. Et donc, on va avoir une émission d'une onde électromagnétique là aussi, mais qui n'est pas de gamma, qui est rayons X, parce qu'on s'intéresse au cortège électronique. Le cortège électronique, c'est des rayons X. Le noyau, c'est des gamma. Et donc, on va avoir une différence d'énergie entre une des sous-couches L et la couche K. Et cette différence d'énergie vous est indiquée toujours sur le diagramme circulaire de TP11 à la page 10-22. Alors, ce n'est pas la différence d'énergie, mais sont représentées les transitions. Une transition de L3 vers K, possible, et une autre transition possible, alors ça sera l'une des deux, de toute façon, pas les deux à la fois, une autre transition possible, celle de L2 vers K. Cela dit, on n'a pas que ces 2 transitions-là possibles, on a aussi possibilité de faire descendre des électrons de la couche M vers la couche K pour faire disparaître la vacance du colocataire de la couche K.
on peut faire descendre des électrons de la couche M, de la couche N même. Et donc, à chaque fois, des différences d'énergie. Alors, ce que l'on voit sur TP3.1, le spectre, je vous ai enregistré, tout comme on le voit aussi sur le spectre de TP E1, cette raie X barium, qui se trouve à gauche, de tous les spectres que vous avez pour le césium, c'est une raie X de transition EL vers K. Pourquoi de L vers K? Parce que, d'une part, c'est une raie relativement importante, que l'on voit bien, et qui a une énergie spécifique, et dont on voit aussi qu'elle a une forme spécifique, qui est cette forme un petit peu très piquée, très pointue, mais avec sur la gauche, sur sa partie gauche, une partie un petit peu oblique, qui laisse entendre que c'est une raie au moins composée de deux raies. Une raie principale, la dominante, la plus grande, et à l'intérieur, quelque chose qui serait dissimulé, presque superposé à la première, pas tout à fait, légèrement décalé. Et effectivement, cette raie-là, c'est la composition des deux transitions alpha 1 et alpha 2 que vous avez sur le diagramme circulaire. Donc, ça dénote bien que c'est une transition qui est une transition de type rayons X, et ça dénote bien que c'est le résultat d'un phénomène qui s'appelle la conversion interne, où le noyau de barium s'est désexcité, non pas en envoyant un gamma, comme il fait à 95% des situations, mais à 5% des situations en émettant un électron de son propre cortège électronique, et ainsi en se relaxant, en perdant son énergie résiduelle, en tombant sur le niveau fondamental. Il fait jarter un propre électron de son cortège électronique. Alors, quelle est l'énergie de cette raie, là, qui est à gauche sur le spectre de césium? Que représente-t-elle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information? Alors, pour le savoir, il faudrait se rendre, toujours dans le TP11, sur, d'une part, la page 20/22, donc tout au bout, le TP11, où vous retrouvez le diagramme circulaire dont on vient de parler. Et juste en dessous de cette page 22 TP11, juste en dessous de ce diagramme circulaire, vous avez quelque chose que j'ai remis un peu plus à plat, qui est exactement le même diagramme, moins complet que ce que vous avez au-dessus, mais où sont caractérisés justement ce que j'appelle le spectre K, à savoir les transitions de L vers K, de M vers K ou de N vers K, les transitions principales. On retrouve bien entendu la K alpha 1 que vous avez dans le diagramme circulaire du dessus, transition de L3 vers K, et K alpha 2, qui est une transition de L2 vers K, là sous forme de flèche verticale. Et en dessous, je vous ai mis justement un peu comment ça se situe. Et vous voyez que vous avez K alpha 2 qui se trouve à côté de K alpha 1. Alors bien entendu, si vous faites une K alpha 2, vous ne faites pas une K alpha 1. Vous faites une K alpha 1, vous ne faites pas une K alpha 2. Et votre noyau, dans les deux cas, est désexcité. On ne parle plus de ce noyau-là. Il faudra attendre un nouveau noyau de césium qui se convertit en barium, et que ce barium-là fasse de la conversion interne pour voir peut-être une autre raie, K alpha 1, K alpha 2, tout comme on pourrait voir des K bêta ou des K gamma. Quoi qu'il en soit, il y a tellement de noyaux de césium qui se convertissent en barium, puisque si vous regardez aussi le spectre TP22
la désactivation du césium en barium, vous voyez marqué en haut à gauche 30,07 Y, ce qui veut dire 30 ans, 30 years, eh bien, du césium, il lui faut 30 ans pour atteindre la demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié des atomes de césium que vous avez se seront convertis en barium. Bah, malgré cette durée relativement longue, il y a plein de gamma qui arrivent par seconde dans une petite source radioactive de césium où vous avez pourtant pas grand-chose comme matériau radioactif. Et ce pas grand-chose représente quand même beaucoup de noyaux. Donc il faut attendre que tous ces noyaux-là fassent tantôt un gamma, tantôt une K-alpha 1, tantôt une K-alpha 2 en faisant de la conversion interne, tantôt une K-bêta plutôt, etc. Donc tous ces noyaux qui vont se désexciter vont avoir de bonnes probabilités de faire une chose parmi tant d'autres. Et donc de vous laisser les signatures en fait de tous les événements, vu qu'il y a un grand nombre de noyaux qui vont se désexciter et passer de césium à barium. Donc vous avez donc deux raies, K-alpha 1 et K-alpha 2. Alors le détecteur ne permet pas de séparer ces deux raies-là que j'ai sur mon dessin TP11 page 22, 20 sur 22. Ces deux raies-là que moi j'ai mis, que j'ai représentées séparées, ne sont pas en fait séparées par le détecteur qui est utilisé pour faire ce genre de détection qui est un photomultiplicateur. Elles ne sont pas facilement séparables. Il faut des moyens de plus grande envergure pour arriver à séparer ces deux raies-là proprement, l'une à côté de l'autre. Là, elles sont l'une presque dans l'autre. C'est pour ça qu'on a une dissymétrie dans la raie X que vous avez à gauche sur le spectre. Une dissymétrie, on devine bien que la K-alpha 2 est en train de polluer la K-alpha 1. Est venue s'additionner sur la K-alpha 1. Or, puisqu'on ne peut pas les séparer, que fait-on? Eh bien, en P11 toujours, mais en 21 sur 22 cette fois, en 21 sur 22, vous avez un immense tableau de rayons X, un grand tableau des rayons X. Et sur la partie droite de ce tableau-là, vous voyez qu'à Z égale 56, donc le baryum, Z égale 56, tout en haut, à Z égale 56, vous avez dans la colonne K-alpha, c'est étrange, on ne dit pas K-alpha 1 ou K-alpha 2, K-alpha. Vous avez 32 062 d'indiqués. 32 keV, 32 062 électronvolts. Et ce, dans la colonne K-alpha. K-alpha, ça n'est ni K-alpha 1 et ni K-alpha 2. Et non, le constructeur sait bien qu'on ne peut pas séparer K-alpha 1 de K-alpha 2. La résolution de son détecteur ne permet pas. On a affaire à des rayons X qui sont moyennement énergétiques. 32 keV par rapport à 662 keV, ça fait quand même un facteur 20 de différence d'énergie. Eh bien, avec un photomultiplicateur, il sait bien qu'on n'arrive pas à séparer K-alpha 1 de K-alpha 2. Le photomultiplicateur n'est pas fait pour ça. Et donc, propose le centre de gravité, il l'appelle K-alpha, centre de gravité entre K-alpha 1 et K-alpha 2. Sachant, dans le petit diagramme que moi j'ai dessiné juste dessus, qu'on avait vu, le petit diagramme à plat, vertical, que K-alpha 1, vous le voyez, est la moitié en hauteur de K-alpha 2 est à la moitié en hauteur de K-alpha 1. C'est ce qu'on appelle les intensités relatives. C'est-à-dire que ça arrive 2 fois moins souvent d'avoir K-alpha 2 que d'avoir K-alpha 1. On dit, bon, bah écoutez les gars, je sais que l'intensité relative entre K-alpha 1 et K-alpha 2, c'est 1,5. Il y en a une qui est moitié de l'autre, à peu près. Et donc, en calculant le centre de gravité, eh bien moi, connaissant les énergies parfaitement de transition entre L3 vers K et L2 vers K, on va parler dans un instant, connaissant ces énergies de transition, je peux vous dire que le centre de gravité entre les deux, puisqu'elles sont dans un rapport 1,5, c'est de Ray, le centre de gravité est à 32 062 électronvolts. 32 062 électronvolts. Donc, ça me permet de dire, ah, ben la raie qui est à gauche, qui est une raie X,
C'est une raie de signature du cortège électronique, due certes à un événement nucléaire, donc les physiciens nucléaires auraient quand même pu nous le dire. Ils nous le disent sans nous le dire, en nous disant 5%. Ça tombe à 5% sur le niveau fondamental direct. Mais ils auraient pu nous dire, entre-temps, en faisant une conversion à interne. Voilà. Mais non, ça intéresse les physiciens atomistes, ce qui se passe après, donc ils ne se sont pas répondus. Eh bien, cette raie X, elle est centrée à 32 062 électronvolts. Donc, vous voyez que vous avez déjà de quoi raconter, en revenir à qu'est-ce qu'on raconte, vous avez déjà de quoi raconter deux phénomènes, une raie gamma et une raie X. Alors, si on voulait, je termine sur cette raie X pour être précis, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure, on parlera de l'américium, justement, ces précisions, il faudra aller les chercher. Pour être précis,